L'essor des systèmes d'IA soulève une question brûlante. Les systèmes d'IA peuvent-ils utiliser les données des utilisateurs pour entraîner leur système et à quelles conditions? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Romain Wes-Moreau, associé au sein du cabinet LWM Avocat. Romain Wes-Moreau, bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez très bien ces sujets. Comment peut-on justifier l'utilisation des données des utilisateurs européens par des plateformes type Meta pour entraîner les systèmes d'IA? Alors, c'est une excellente question. Je pense que la question est partagée par beaucoup. Le fondement utile qu'utilisent les plateformes, c'est l'intérêt légitime. Si je dois faire une petite comparaison aux États-Unis, on utilise par exemple le Fair Use, qui permet d'utiliser des séquencements de données pour pouvoir entraîner les plateformes. Au sein de l'Union, on utilise l'intérêt légitime, donc c'est l'article 6, 1F pour les plus précis, et qui permet en réalité de se dispenser du consentement de chaque individu, donc de chaque personne concernée, pour pouvoir utiliser les données pour entraîner les plateformes sur les données d'intelligence artificielle. C'est quoi l'intérêt légitime pour bien comprendre? Alors l'intérêt légitime, ça se démontre. Dans un premier temps, il faut que la société soit en capacité de démontrer que l'utilisation de ces données lui permette d'entraîner utilement ces données et en réalité qu'elle a un intérêt légitime à pouvoir utiliser ces données dans le cadre de l'exploitation des services qu'elle offre à ses propres clients. Vous avez le tribunal de Cologne qui a récemment eu une affaire dans laquelle il a pu pratiquer le triple test, à savoir quel est l'intérêt légitime. Il faut que l'intérêt légitime soit démontré par la société, qu'il ne porte pas nécessairement atteinte aux données personnelles, et surtout que l'intérêt légitime peut prévaloir sur l'intérêt des personnes. Dans ce cadre-là, on met en place un garde-fou. Le garde-fou est la nécessité de demander aux personnes concernées, d'informer les personnes concernées, pas de leur demander, mais d'informer les personnes concernées, et surtout de leur permettre un opt-out, in fine, pour pouvoir arrêter l'entraînement sur leurs propres données. Ça, c'est les grandes obligations des plateformes concernant le consentement des utilisateurs, c'est ça? Alors, je dirais plus précisément, le consentement, comme vous savez, c'est le principe. On ne touche pas au consentement, sauf par dérogation. L'intérêt légitime est une dérogation au principe du consentement. Comme on déroge, on doit répondre toutefois de l'obligation d'information, de l'obligation de l'opt-out. Il faut prévenir, il faut informer sur la façon dont les données vont être traitées, à quoi elles vont servir, etc. etc. Tout le reste de l'article s'applique, sauf l'obligation du consentement. Et est-ce que les utilisateurs ont un moyen de s'opposer au traitement de leurs données personnelles, dans ce cas, si leur consentement ne serait pas respecté, etc. Alors, les utilisateurs doivent avoir la possibilité de s'opposer. C'est une obligation de la possibilité de s'opposer. On peut le traiter de deux façons différentes. On peut le traiter en amont, c'est-à-dire est-ce qu'on permet aux utilisateurs, oui ou non, que les données soient utilisées. C'est par exemple le cas de la jurisprudence dont je vous ai parlé, où en l'occurrence c'était Meta qui laissait un délai pour choisir si oui ou non on allait pouvoir laisser l'IA s'entraîner sur ses propres données. De l'autre côté, en aval, on a la possibilité de solliciter le droit d'opposition, qui est dans le RGPD. Et si le droit d'opposition n'est pas respecté, alors droit d'opposition... Ça veut dire quoi? Alors voilà, c'est la grande question. Le droit d'opposition, c'est le droit de s'opposer au traitement de données à caractère personnel vous concernant. Ça peut être concernant l'utilisateur en lui-même, mais aussi parfois des données qui ne sont pas directement liées à l'utilisation du service. Par exemple, c'est des données qui peuvent être utilisées dans le cadre d'un tracking sur Internet. D'accord. En tout état de cause, chaque opérateur doit laisser la possibilité à toute personne concernée, donc qu'elle soit utilisateur du site ou pas, de pouvoir s'opposer au traitement qui le concerne. Soit ça passe par des pages qui sont mises à disposition par l'opérateur, soit ça passe aussi, et généralement ça passe aussi par là, surtout par là, par la mise à disposition d'une adresse Internet, où on écrit au DPO en lui disant qu'on souhaite s'opposer à tel ou tel traitement nous concernant. D'accord. Alors, il y a ce droit d'opposition, et si jamais on n'est pas satisfait, est-ce qu'on a des recours? Est-ce que les utilisateurs disposent de recours?
Alors, il y a un recours qui est bien connu aujourd'hui des utilisateurs, c'est de déposer une plainte auprès de la CNIL. Et ça marche plutôt bien. La CNIL fait vraiment un effort là-dessus pour traiter les plaintes. C'est assez rapide. En fait, vous avez, à partir du moment où vous sollicitez l'opposition, l'opérateur a un mois pour vous répondre. Ça peut être encore un mois supplémentaire s'il vous prévient au bout d'un mois. Et au bout de ce temps-là, vous pouvez décider si oui ou non vous êtes satisfait ou pas de la réponse. La CNIL, elle traite, j'allais dire comme elle peut, les informations. Ça peut être assez long, comme ça peut être assez court, tout dépend de l'affaire. Je ne peux pas vous répondre efficacement là-dessus. Alors, au-delà des recours, il y a les risques liés à la réutilisation des données. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on risque justement quand on met ces données dans les systèmes d'IA? Quels sont les risques pour les utilisateurs? Alors, on peut identifier quelques risques qui peuvent faire peur comme ça. Le risque, c'est que les données soient complètement noyées dans le système d'IA et qu'elles soient inextricables. C'est-à-dire qu'une fois qu'on met ces données dans le système d'IA, on ne peut plus les retirer, c'est ça? Exactement, aller rechercher la donnée spécifique qui vous concerne dans l'intégralité du système et relève aujourd'hui un peu de la prouesse technologique. Parce que c'est noyé dans la masse? Exactement. D'où aussi un effet protecteur par ricochet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un effet de masse, on a plus facilement la possibilité de noyer ces données, de ne pas être directement impacté par un risque. Le risque, en termes juridiques, quel est-il? On peut avoir un risque d'usurpation d'identité et la reconstitution d'identité. On peut aussi avoir un risque d'hallucination, pour reprendre ce terme-là, qui permettrait de dire en réalité qu'on associerait vos données à d'autres données, qui permettraient d'avoir des fausses informations ou des informations qui seraient fausses sur vous. Donc, de mauvaises informations qui ne permettraient pas en réalité de suivre les obligations du RGPD, qui est d'avoir une information qui est sincère et qui est suivie. Alors aujourd'hui, il y a un règlement sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ça change la donne, quelque chose à ce niveau-là? Alors, l'IA Act, sans changer la donne, vient rajouter une couche, un layer supplémentaire, si vous me permettez l'expression. Une protection supplémentaire? Une protection supplémentaire, on peut tout à fait le dire comme ça. Parce qu'en réalité, l'IA Act vient rajouter des obligations réglementaires, des obligations de conformité, donc de sourcing de l'IA, de documentation de l'IA qui est utilisée. Et elle vient rajouter aussi des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 7% du chiffre d'affaires. Donc c'est pas négligeable. C'est pas neutre du tout. Et en réalité, quand vous avez l'utilisation d'un système d'intelligence artificielle, vous devez en amont faire un peu comme une analyse d'impact RGPD. C'est-à-dire vous devez évaluer l'IA en fonction de ses critères. Et si ces critères démontrent qu'il y a des risques potentiels, dans ce cas-là, il faut une plus grosse documentation. Et si les risques sont normaux, il faut quand même une documentation adéquate. Donc on va vers une plus grande sécurité pour les utilisateurs européens, on peut dire ça? Alors je ne sais pas si on peut dire qu'on va vers une plus grande sécurité, ce serait un petit peu m'avancer. En tout cas, on va vers une plus grande demande de conformité des opérateurs. Ça me paraît pour le coup indispensable. Notamment dans l'effet massif que l'on peut utiliser, dans lequel on peut utiliser données avec l'intelligence artificielle. Une plus grande sécurité, ça voudrait dire qu'il faudrait ajouter des layers de cybersécurité qui existent déjà. Sont-ils suffisants? Ça, c'est une autre question. Bon, à suivre alors. Exactement. Merci Romain Wesbroe. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.